la Russie développe une nouvelle génération d'armements qui viendra remplacer les récents Bourievestnik et Poséidon. C'est ce qu'a déclaré mardi Vladimir Poutine. Et Donald Trump a ordonné de commencer immédiatement des essais nucléaires aux États-Unis, ce qui a déconcerté ses propres militaires et provoqué des déclarations fermes de la part de la Russie. Quel est le lien entre ces événements et comment teste-t-on aujourd'hui de nouvelles armes ? Nous allons en parler ainsi que d'une nouvelle histoire de sauvetage après un bref résumé des nouvelles positives. Un nouveau lot de chasseurs Su-35S a été livré aux troupes. Un nouveau lot de chasseurs bombardiers Su-34 a également été remis aux forces armées. À l'usine Sevmaj de Severodvinsk, le sous-marin nucléaire Khabarovsk a quitté l'atelier naval et sera le premier porteur officiel du drone Poséidon à propulsion nucléaire. Le groupe Kalachnikov a commencé la production en série du missile 9 M340 pour la défense aérienne Krona. À l'usine navale d'Anirsk, le navire collecteur de pétrole Echo 1 a été mis à l'eau. En Bouriatie, la construction d'une usine de traitement minier pour l'extraction du beryllium a commencé. Dans la région de Mourmansk, une mine d'extraction d'éléments de terres rares a été restaurée. À l'usine sidérurgique de Tcherepovets, la première phase du nouveau laminoir est en service. Une usine de meubles a été ouverte à Moscou. Mardi, lors de la remise des prix aux concepteurs du Bourevestnik et du Poséidon, Vladimir Poutine a annoncé qu'une nouvelle génération d'armements était déjà en développement en Russie, basée sur les technologies de ces équipements. Lesquels exactement, cela n'a pas encore été précisé, mais apparemment, il s'agit d'armes nucléaires et de centrales nucléaires pour celles-ci. Après les lancements réussis en Russie, Donald Trump a ordonné la reprise immédiate des essais nucléaires aux États-Unis, embarrassant ses militaires. Ce qu'il voulait dire exactement reste encore incompris aujourd'hui. En effet, cela fait déjà longtemps que personne dans le monde ne réalise d'explosion nucléaire réelle, et les essais des Poséidon et Bourevestnik russes ne sont en aucun cas des essais nucléaires, puisqu'ils ne contenaient pas de charge et étaient testés uniquement comme système de transport. Pour tenter de masquer l'incompétence du président américain, le Pentagone, ou le ministère de la Guerre comme on l'appelle désormais, a procédé mercredi à un tir d'essai du missile balistique Minuteman 300 ogives nucléaires, en précisant qu'il s'agissait d'une opération planifiée. En réponse, Vladimir Poutine a ordonné de soumettre une proposition concernant la possibilité de se préparer à des essais d'armes nucléaires. La Russie a surenchéri, ayant manifestement des atouts qui restent pour l'instant cachés. Mais de quels essais s'agit-il que nous pourrions mener ? Et est-il vraiment nécessaire à notre époque de faire exploser des bombes pour la recherche ? Voyons cela de plus près. Le 16 juillet 1945, à 5h30 du matin, dans la région d'Alamogordo, au Nouveau-Mexique, les Américains ont réalisé la première explosion expérimentale d'une bombe atomique de l'histoire de l'humanité, appelée Gadget. Bien qu'il n'y ait aucune certitude qu'elle allait exploser, le champignon atomique s'est élevé dans le ciel et a annoncé le début d'une nouvelle ère. Le temps. Et moins d'un mois plus tard, les 6 et 9 août, les bombes atomiques Little Boy et Fat Man, dont la conception était pratiquement identique à celle du Gadget, ont été larguées sur les villes japonaises de Hiroshima et Nagasaki. L'Union des républiques socialistes soviétiques a répondu le 29 août 1949, lorsqu'une explosion de notre bombe atomique d'une puissance d'environ 22 kilotonnes a eu lieu sur le site d'essai de Semipalatinsk, au Kazakhstan. Depuis lors, les essais nucléaires sont devenus une pratique courante. Ils ont permis d'améliorer les armes et servaient de démonstration de force. Cependant, ces dernières décennies, ils ont disparu. Pourquoi ? Chaque explosion a ses conséquences. Les Américains sont toujours submergés de procès, intentés par les habitants des îles Lazur, qui ont servi de terrain d'essai. Avec le temps, la pression de l'opinion publique est devenue si forte qu'ils ont cessé de faire exploser des bombes. 2 traités internationaux interdisant les essais nucléaires en conditions réelles ont vu le jour, et même s'ils n'ont plus de force juridique aujourd'hui, les membres du club nucléaire ont tout de même mis fin à la pratique des essais de l'époque de la guerre froide. Soyons honnêtes, il existe des raisons concrètes et pragmatiques. Les ordinateurs ont permis de modéliser précisément les explosions et leurs effets.
De plus, entretenir des sites d'essai et y réaliser des explosions est devenu coûteux. Quand Donald Trump a ordonné des essais la semaine dernière, il est vite apparu que le principal site du Nevada, mis sous cocon depuis les années 90, n'était pas prêt pour cette mission. Bien que ces dernières années on parle de plus en plus de la reprise des explosions atomiques, en réalité aucune puissance ne veut être la première à le faire. D'autant plus qu'en plus de la modélisation informatique, d'autres méthodes de recherche sont apparues. Mais à quoi servent-elles au juste ? La première raison, c'est la nécessité de vérifier l'état des anciennes ogives. Elles n'ont jamais été explosées. Elles sont stockées dans les arsenaux. Mais comme expliqué dans les épisodes numéro 680, nul ne sait si le plutonium a gardé ses propriétés. Ainsi, on prélève généralement une infime quantité de la substance d'un lot donné pour la faire exploser sur un site d'essai souterrain et étudier ses propriétés. Lors d'une telle explosion, il n'y a pas de réaction en chaîne auto-entretenue. Et de telles expériences sont appelées bombes subcritiques. Elles ne violent formellement aucun traité. Au printemps de cette année, les Américains prévoyaient de réaliser une nouvelle explosion de ce type, mais pour une raison quelconque, ils ne l'ont pas faite. Probablement pour ne pas provoquer la Russie et la Chine. La deuxième raison pour laquelle des expériences réelles sont tout de même nécessaires, c'est le développement de nouveaux types d'armes nucléaires. Mais là, personne ne veut se dévoiler trop tôt, donc le sujet est clos. Et non, il est impossible de réaliser secrètement de telles explosions, même sous terre de nos jours, car il existe de nombreux moyens de les détecter. C'est pourquoi un équilibre précaire est encore maintenu sur la planète. Cependant, l'homme ne serait pas humain s'il ne cherchait pas à inventer des moyens astucieux de contourner les règles établies. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Les explosions souterraines sous-critiques permettent de comprendre l'adéquation du plutonium, mais elles ne permettent pas de modéliser de nouveaux processus nécessaires au développement d'armes modernes. C'est pourquoi, afin d'éviter de grandes explosions, les scientifiques ont conçu des installations laser spéciales. Au centre de la sphère, on place une capsule de la taille d'un petit pois qui contient une certaine substance nucléaire. Des faisceaux laser puissants sont dirigés simultanément de tous les côtés sur cette capsule, créant ce qu'on appelle une implosion, un processus similaire à celui qui comprime le cœur de plutonium dans une bombe nucléaire. Il en résulte une micro-explosion dont les paramètres sont étudiés à l'aide de capteurs spéciaux. Ensuite, les données sont traitées par modélisation informatique, ce qui permet d'étudier les processus explosifs sans avoir à faire exploser des bombes de plusieurs tonnes. Une telle installation laser en elle-même est un dispositif très complexe, accessible à seulement quelques pays. Le complexe National Ignition Facility en Californie, détenu par les Américains, est aujourd'hui le système le plus puissant. Cependant, son système ne peut pas assurer l'homogénéité nécessaire de l'irradiation de la capsule centrale. C'est pourquoi ces expériences sont limitées. Des installations similaires existent en Russie, mais actuellement, nous construisons ce que les Américains ont appelé le Tsar Laser, le système le plus puissant de l'histoire. Elle s'appelle UFL-2M et disposera de 192 canaux laser pour irradier uniformément les cibles de tous les côtés, tout en ayant une énergie une fois et demie supérieure à celle des Américains. Cela nous permettra de modéliser les processus des armes nucléaires à un niveau qualitativement nouveau, ainsi que d'étudier la fusion thermonucléaire. L'installation était modulaire et partiellement déjà mise en service et fonctionne, mais elle sera entièrement opérationnelle en 2030. Cependant, la véritable science-fiction commence même pas ici, mais au-delà des frontières de la physique qui nous est familière. Et dans cette direction, nous préparons aussi quelque chose. Dans l'installation UFL-2M et des dispositifs similaires, des faisceaux laser frappent une cible contenant une substance nucléaire et les scientifiques étudient sa réaction dans le cadre des lois classiques de la physique. Mais que se passerait-il si on frappait le vide avec des lasers et non une substance ? Cela peut sembler absurde, mais en réalité c'est très prometteur. Dans l'UFL-2M, l'impulsion laser dure 10 nanosecondes, soit 10 milliardièmes de seconde. Cela semble incroyablement rapide, mais en réalité c'est lent. L'idée est d'utiliser une impulsion de 10 femtosecondes, soit 10 quadrillionièmes de seconde, et de frapper le vide avec un tel faisceau pour le faire exploser.
Oui, le vide n'est pas un vide absolu, comme beaucoup le pensent, mais un milieu physique complexe dans lequel des paires de particules et d'antiparticules virtuelles naissent et disparaissent en permanence. Cela se produit si rapidement qu'il est impossible de les observer dans des conditions normales. Mais si on les excite avec des impulsions laser ultra courtes, en les forçant à émettre des ondes électromagnétiques, de nouvelles paires électrons-positrons commenceront à se générer, ce qui entraînera une cascade de particules et de rayonnements que l'on pourra détecter. À ce moment-là, une nouvelle science émergera. La photonique nucléaire, l'utilisation de la lumière intense pour contrôler les processus nucléaires. C'est cela la nouvelle physique qui promet des découvertes incroyables. Il ne reste plus qu'à créer une installation laser aussi rapide, ce que personne n'est encore capable de faire. Dit Matorzok, mais la Russie travaille activement dans ce sens. Notre installation femtoseconde en cours de développement s'appelle X-Cells. Une partie de son équipement a déjà été fabriquée et est en cours de test sur le site du Centre national de physique et de mathématiques. D'ici 2030, les 2 premiers canaux laser d'une puissance totale de 100 pétawatts seront construits. Puis les 10 autres canaux seront ajoutés pour atteindre un niveau de puissance de crête de l'ordre de l'hexawatt. Cela nous permettra d'être les premiers au monde à faire exploser le vide et à obtenir de la matière à partir de l'énergie, et non l'inverse. Cela ouvrira de nouvelles lois fondamentales, aidera à mieux comprendre les processus nucléaires et, bien sûr, apportera des résultats appliqués sous forme de nouvelles sources d'énergie, de nouveaux matériaux et, inévitablement, de nouveaux types d'armes. Que personne n'imagine encore et devant lesquels, soyons honnêtes, le sang se glace. Aujourd'hui, les scientifiques russes travaillent un an sur ces sujets et, comparé à cela, l'explosion d'une bombe nucléaire sur un site d'essai paraît anodine. D'ailleurs, dans le charme, les faits montrent que la Russie semble aussi prête à une telle explosion. Déjà l'année dernière, notre site d'essai sur l'archipel de Nouvelle-Zamble a retrouvé sa capacité à mener des essais nucléaires à grande échelle. Cette semaine, le ministre de la Défense Andrei Belousov a confirmé cette préparation. Il est évident que si les Américains continuent d'attiser l'hystérie, nous répondrons par des essais de démonstration. Cependant, vous savez désormais que ce qui est le plus intéressant et réellement important ne se passe pas sur les terrains d'essai, mais dans les laboratoires scientifiques. Nous suivrons l'évolution des événements dans les prochaines éditions, alors abonnez-vous absolument à la chaîne Vremia Vpered sur la plateforme de votre choix.